Bienvenue à la 15e édition des ANED. Je suis Morgane Fourmeau, étudiante en M1 à TBS et membre du B3D au pôle ANED. Je vais être l'animatrice du coup de cette conférence qui touche au thème du coup des océans et plus précisément les problèmes en Méditerranée. Juste avant de commencer la conférence, je vous propose de regarder un message de Stéphanie Lavigne, directrice générale de notre école. Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette journée des Assises nationales étudiantes du développement durable que nous organisons à TBS. Un événement 100% organisé par nos étudiants du Bureau du développement durable, un événement 100% digital compte tenu des contraintes sanitaires que nous vivons cette année, un événement 100% consacré aux thématiques du développement durable et de la responsabilité sociétale des entreprises. Parce qu'à TBS, le développement durable n'est pas une option, nous formons nos apprenants, nos étudiants, aux questions et aux enjeux climatiques pour construire un monde durable et soutenable. Cette année, nous fêtons la 15e édition des ANED avec un format renouvelé, 100% distanciel, des conférences numériques ouvertes à tous, partout dans le monde. Nos étudiants vous ont proposé un programme dédié en 2 temps. Un premier, aujourd'hui, consacré aux questions du développement durable avec un panel de 14 conférences d'intervenants, de professionnels, d'experts autour d'une problématique choisie par nos étudiants, la problématique de l'eau. Ce bien commun indispensable à toute forme de vie. Vous découvrirez la problématique des océans, les solutions qui peuvent être mises en place pour les sauvegarder, mais aussi des moyens, des solutions que nous pourrions mettre en place pour réparer les erreurs du passé. Demain, une matinée sera consacrée à des questions autour de la responsabilité sociétale des entreprises, avec des conférences organisées autour de la diversité et de l'inclusion en entreprise, de la question de l'égalité homme-femme, mais aussi de la pauvreté. Autant de questions qu'un bon manager doit être capable d'appréhender en entreprise. Je vous remercie tous nos partenaires et bien évidemment nos étudiants du Bureau du développement durable pour l'organisation de cet événement en distanciel. Ils ont dû faire preuve de beaucoup d'agilité et nous aurons, j'espère, la chance de nous retrouver au mois d'avril pour une session en présentiel des ANED. Je vous souhaite de riches échanges, plein de solutions pour le présent, pour le futur. TBS s'engage et vous engage pour construire un monde plus soutenable et désirable. Voilà. Alors, donc comme vous le savez, l'école est engagée du coup dans une démarche RSE, comme l'a rappelé du coup notre directrice. Et depuis plusieurs années, du coup, les ANED font partie maintenant des rendez-vous incontournables en termes de développement durable. Juste avant de laisser la parole à Monsieur Lavaux pour se présenter et commencer la conférence, pour les participants, je vous demande du coup de ne pas allumer vos caméras ni les micros. Et la conférence va se dérouler en 2 temps, avec du coup une première partie de 30 minutes d'intervention par Thierry Lavaux, et ensuite 15 minutes de questions que vous pouvez poser via le chat, que je lirai du coup pendant le temps imparti. Monsieur Lavaux, c'est à vous. Merci beaucoup et je suis très heureux de répondre à votre invitation. Je suis président du Plan Bleu. Alors, le Plan Bleu, c'est un centre d'activité régional méditerranéen qui dépend du plan d'action pour la Méditerranée, qui dépend lui-même du programme des Nations Unies pour l'environnement. Le Plan Bleu, c'est une association loi 1901 qui a été créée il y a plus de 40 ans maintenant par le gouvernement français qui souhaitait avoir à sa disposition et mettre à disposition du plan d'action pour la Méditerranée un centre d'analyse et de prospective qui permettent de donner des éléments de l'aide à la décision publique sur le bassin méditerranéen, sachant que il y a 40 ans, c'était déjà un objet énorme de préoccupation. Alors, ceci posé, je suis retraité, mais j'ai auparavant exercé des fonctions au ministère de l'écologie comme inspecteur général. Auparavant, j'ai travaillé au niveau européen. Je me suis occupé dans un institut privé de mise en œuvre des directives européennes en matière d'environnement.
j'ai aussi travaillé à l'élaboration du rapport sur l'état de l'environnement en France à l'Institut français de l'environnement pendant une dizaine d'années, dans les années 90-2000. Et donc, j'ai une expérience assez complète. Et j'ajoute, puisque vous êtes étudiant, que j'ai fait partie de la première promotion française d'étudiants dans le domaine de l'environnement il y a donc plus de 40 ans. Et j'en suis étonné et fier en même temps. C'était à la faculté de Paris 7, faculté Jussieu. C'était un cursus qui était tout nouveau et qui s'ouvrait à des disciplines aussi diverses que la géographie, l'urbanisme, les sciences biologiques, beaucoup de biologie, d'écologie, de physique, de chimie, etc. Donc c'était un cursus très multidisciplinaire et absolument passionnant. Mais on découvrait en 1970 et après, on était dans un espace de découverte. Voilà. On ne parlait pas encore de développement durable, on parlait d'éco-développement. Voilà, pour vous situer un peu, le vocabulaire a aussi évolué. Alors, ceci posé, je vais vous parler un tout petit peu du fonctionnement du plan bleu et puis je vais surtout vous parler des résultats qu'on a obtenus à travers le rapport que nous venons de sortir, le rapport sur l'état de l'environnement et du développement en Méditerranée, qui est sorti il y a une dizaine de jours, donc vous allez en avoir la primeur. Prochaine diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc ça c'est c'est juste pour vous montrer que le plan bleu fait partie d'un dispositif international avec au centre, il y a une unité de coordination qui est située à Athènes et puis tout autour, vous voyez l'observation et la prospective, c'est le plan bleu. Vous avez un centre à Barcelone qui s'occupe de production et de consommation durable. Vous avez également en bas à gauche, par exemple, la gestion des zones côtières, gestion intégrée des zones côtières qui est en Croatie, et puis les aires spécialement protégées en Méditerranée qui est située en Tunisie. Donc ça fait un ensemble tout à fait, comment dirais-je, important, qualifié, compétent, et chacun de ces centres a une activité déterminée et l'ensemble est coordonné par une unité d'une quinzaine de personnes à Athènes. Et les décisions de travail sont prises par les parties contractantes, c'est-à-dire par les pays riverains de la Méditerranée qui se réunissent tous les ans et demi ou tous les 2 ans. Ça s'appelle une conférence des parties, une COP. Vous en avez entendu parler à propos de la COP de Paris, par exemple, sur le changement climatique. Eh bien, chaque convention internationale dispose d'une conférence des parties, c'est-à-dire des pays qui ont adhéré à la convention ou au protocole et qui décident ensemble de ce qu'il convient de faire à travers un programme de travail qui est mis en débat et au vote. Voilà la façon de travailler au niveau donc, méditerranéen. Il y a donc, il faut retenir qu'il y a une structure juridique. Pour la Méditerranée, il y a une structure juridique, il y a une convention, la Convention de Barcelone, une convention multilatérale, et puis vous avez également des protocoles, dont chaque centre s'occupant d'un des protocoles. Diapo suivante. Vous avez donc des points focaux dans chaque pays. Donc des pays nous délèguent en quelque sorte des représentants qui interviennent, qui sont nos relais dans l'espace méditerranéen. Donc j'en ai parlé, il y a des conférences tous les 2 ans et nous avons la possibilité, nous, Plan Bleu surtout, d'initier des politiques, faire des propositions qui seront ensuite reprises par les parties contractantes. Alors,
Je vous ai dit, nous avons sorti il y a quelques jours, c'est un travail de longue haleine qui a duré 2 ans, un rapport sur l'état de l'environnement en Méditerranée. Et bon, 2 mots, c'est un rapport qui a mobilisé 150 experts de tout le bassin méditerranéen, qui s'est appuyé sur de nombreuses statistiques, de nombreuses compétences, et qui a été validé par les parties contractantes, c'est-à-dire les pays riverains de la Méditerranée auxquels on a présenté ce rapport l'ont adopté officiellement, y compris donc le diagnostic et les propositions dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors, je vais lister un certain nombre de sujets prioritaires. Alors, c'est un rapport qui fait 350, 360 pages, je crois me rappeler. Donc, c'est pas très facile de le résumer. Mais j'ai choisi de prendre quelques thématiques qui nous paraissent vraiment urgentes, primordiales. Et je vais commencer par le changement climatique, bien entendu, vous en avez tous entendu parler, mais la problématique du changement climatique touche bassin méditerranéen d'une façon particulièrement aiguë. Par exemple, la Méditerranée se réchauffe 20% plus rapidement que la moyenne mondiale, hein, plus 1,6 degré au lieu de 1,1 degré en moyenne mondiale, depuis donc les origines des relevés météorologiques. Et si rien n'est fait, eh bien, on aurait une augmentation de la température de 2 à 3 degrés d'ici 2050, ce qui poserait évidemment de très graves problèmes. Alors, j'ai mis entre parenthèses GIEC-MEDEC. Le GIEC, vous savez, c'est l'organisme qui a été décidé par les Nations Unies en 1988 et qui fait des rapports, des analyses sur l'évolution du climat. Et le MEDEC, c'est sa déclinaison méditerranéenne que le Plan Bleu abrite. Et donc, nous sommes en train de publier un rapport absolument passionnant sur précisément les répercussions du changement climatique en Méditerranée, qui sera présenté lors d'une conférence à la mi-novembre, donc très bientôt à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce sont des vagues de chaleur de plus en plus importantes qui vont être constatées. On en voit déjà actuellement. Une acidification de l'eau de mer, hein, qui contribue déjà à la diminution de prédateurs marins. Si on voit par exemple beaucoup de méduses en Méditerranée, c'est en raison de changement de l'eau de mer, de sa température, de son acidité et de la dégradation de la chaîne alimentaire marine. C'est aussi la répercussion, c'est évidemment pas seulement sur l'écosystème marin, mais évidemment sur les 250 millions de personnes qui sont considérées comme pauvres en eau en Méditerranée. Vous voyez, j'ai mis le chiffre de 180 millions en 2013, 250 millions à terme, dans les 20 années à venir, d'où des problèmes de conflit et de migration. On va noter aussi, dans les perspectives, mais à plus long terme, une augmentation du niveau de la mer, mais plutôt à 2100 que dans les 50 années à venir. Mais on va noter aussi des pluies plus fréquentes, mais moins nombreuses, donc des changements qui vont affecter le régime des eaux et donc qui vont affecter les occupations humaines. Si les régions deviennent de plus en plus pauvres en eau, ce qui est déjà constaté, l'agriculture n'est plus possible. Il y a par exemple en Méditerranée, qui est basée beaucoup sur la culture de l'olive, on note déjà une diminution des possibilités de récolte, enfin une baisse des récoltes d'olives. C'est pareil pour les céréales qui sont cultivées au Proche-Orient, d'où des conflits et des problèmes de migration.
Donc, je ne vais pas entrer dans le détail, mais vous lisez tous l'actualité. Vous avez vu ce qui s'est passé en Syrie en 2011. Vous avez vu ce qui s'est passé en Tunisie également. Alors, c'est multifactoriel, bien entendu. Si le changement climatique n'est pas le seul facteur qui influe sur les conflits et sur l'immigration, il y a aussi beaucoup de problèmes de gouvernance, de démocratie, de participation du public. Mais en tout cas, le changement climatique est considéré comme étant un des facteurs les plus importants de dégradation à la fois sociale, économique et écologique. Autre sujet prioritaire, enfin, qui a toujours été suivi par le Plan Bleu et qui est un problème important dans tout le bassin méditerranéen, parce que le bassin méditerranéen, c'est une zone de vacances, c'est beaucoup de tourisme, et les touristes se proposent de vivre plutôt dans les zones ensoleillées et agréables. Et donc, on a à la fois une population autochtone qui vit sur les zones côtières et puis un tourisme important, même si aujourd'hui, c'est difficile de parler de ce sujet, alors que la crise sanitaire a conduit à une diminution énorme des recettes liées au tourisme dans des pays qui en dépendent énormément, par exemple la Tunisie, par exemple la Croatie, par exemple la Tunisie. Donc on a une concentration importante et une artificialisation qui est contraire, antagonique des services écosystémiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on construit de plus en plus de logements, bien entendu. On construit beaucoup de routes, des ports, des zones artificielles qui vont prendre la place de zones occupées par l'agriculture ou par des zones naturelles, par exemple des zones humides qui jouent un rôle extrêmement important dans le régime des eaux et dans la biodiversité. Donc, on a une problématique vraiment très, très, très complexe qu'on peut coupler au changement climatique naturellement sur les zones côtières. J'ai mis en moyenne, il y a 186 habitants au kilomètre carré. C'est en augmentation de 20% depuis 1990. Autre sujet qui est peut-être moins noté en Méditerranée, mais qu'il ne faut pas ignorer, ce sont les impacts sanitaires de la pollution de l'air. Alors, à quoi cela est-il dû? Alors, je devrais préciser, c'est toujours un peu la difficulté quand on parle du bassin méditerranéen. Vous voyez, la Méditerranée, c'est quand même une mer assez grande avec 22 pays riverains. Qui ont des modes de développement très différents. On peut distinguer une Méditerranée du Nord avec des pays qui appartiennent à l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne, comme la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, Malte, Chypre et la Croatie, qui ont un niveau de développement beaucoup plus important que les pays de la rive sud, le Maghreb, la Libye, l'Égypte, le Proche-Orient. Il y a des écarts de PIB qui sont de 1 à 10 ou 1 à 7, ça dépend quels sont les pays pris en compte. Mais donc, on a des modes de développement très différents. Si vous vous êtes promené, si vous avez été en vacances dans des pays du sud de la Méditerranée, peut-être vous ressenti des odeurs particulières dans les grandes villes. C'est dû à la mauvaise qualité du carburant. On n'est plus habitué aujourd'hui en Europe, puisque tous les carburants sont normés avec des normes techniques très, très, très élevées, mais ça n'est pas le cas. Par exemple, au Liban, il y a des carburants qui étaient en vente en Europe il y a 40 ans. Vous voyez, donc, il y a un énorme problème, et puis des voitures qui sont très âgées. Donc, on a une pollution de l'air très importante, et à ça se rajoute la pollution due au trafic maritime. Qui est très importante, y compris donc, à la fois trafic de containers, là j'ai mis le trafic de pétrole
qui est transporté par voie maritime, mais il y a aussi le trafic de containers qui est très, très important en Méditerranée. Et puis, un trafic de croisière qui est en augmentation. Vous avez peut-être vu que certaines villes ont même pris des dispositions. Venise a interdit, va interdire ou a interdit, maintenant c'est plus d'actualité, l'arrivée de bateaux de croisière, de paquebots de croisière extrêmement importants. On a le stationnement de ces bateaux. Il y a eu une histoire il y a 2 ans à Marseille où on indiquait qu'il y avait des paquebots qui stationnaient créaient autant de pollution que 100 000 voitures dans l'année. Donc, c'est un sujet qui va être traité politiquement. Je vous en dirai un mot tout à l'heure. Donc, pollution de l'air, oui, c'est un gros sujet en Méditerranée. Là, par exemple, là, vous avez une courbe qui vous montre depuis 2000 jusqu'à 2017 l'évolution du nombre de croisiéristes par escale. Et donc, vous avez une augmentation sur 10 ans, ce qui est énorme. Vous avez une augmentation de 50%. Alors, ça peut être une bonne nouvelle au plan économique pour les villes qui accueillent ces croisiéristes, encore que, est-ce qu'ils dépensent vraiment beaucoup d'argent une fois arrivés, ça reste à prouver. Nous avons les chiffres du reste. Et c'est sur le plan de la dégradation de la pollution de l'air, la répercussion en matière de pollution de l'air, c'est une toute autre affaire. Donc, et puis la pression touristique qui s'exerce d'une façon générale. D'autres sujets très importants, c'est, on en a beaucoup parlé dans des émissions de télévision, dans la presse, c'est l'accumulation de plastique. Il y a des photos terrifiantes de plages méditerranéennes dévorées par les plastiques, par les sacs à usage unique. C'est vraiment épouvantable. On a une statistique qui montre que chaque jour, 730 tonnes de déchets plastiques sont déversés en mer. Moins d'un tiers d'entre eux est recyclé. Et d'une façon générale, le recyclage des déchets, en général, est vraiment très, 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 très difficile, notamment sur les rives sud et est de la Méditerranée. Par exemple, le Nil fait partie des 5 ou 6 fleuves les plus pollués en plastique du monde. Ce sont les trois grands fleuves chinois qui sont les plus pollués au monde. Et le Nil arrive, je crois, à me rappeler, en 5e position. C'est absolument colossal. Hein. C'est une marée de plastique et de déchets qui se déversent tous les jours dans la Méditerranée. C'est aussi lié au problème des décharges. Vous savez qu'on met, soit on incinère, on recycle ou on brûle. On incinère ou on stocke des déchets. Et il y a beaucoup de décharges qui ne sont pas contrôlées, c'est-à-dire qui sont laissées à l'abandon dans les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée. Peut-être certains d'entre vous savent qu'à Beyrouth, il y a eu une crise des déchets terrible, puisque la décharge principale de Beyrouth était complètement, comment dirais-je, pleine, et que les déchets n'étaient même plus collectés, puisqu'on ne savait pas où les mettre. C'était il y a 2 ans. Il y a eu une énorme crise sociale qui a été liée à ça. Et puis, il faut noter aussi qu'en matière d'assainissement, il y a beaucoup de progrès à faire, avec moins de 8% des eaux usées qui subissent un traitement tertiaire qui permet la réutilisation. Vous savez, l'idée que dans des pays où il n'y a pas beaucoup d'eau, on essaye de réutiliser les eaux qui sont collectées dans des stations d'épuration. Et avec un dispositif qu'on appelle traitement tertiaire, on arrive à sortir de l'eau qui peut être réutilisée pour l'agriculture, par exemple. Hein, c'est ce qu'on appelle le traitement tertiaire. Voilà une cartographie de la pollution de l'air en Méditerranée du point de vue des particules en suspension, les PM2,5, c'est-à-dire des toutes petites particules émises par des installations de combustion
par l'incinération et par les voitures, les camions, etc. Et ça vous donne une image, hein, l'Est et le sud de la Méditerranée sont en zone rouge, hein, voilà, ça c'est flagrant, et au nord, vous avez des normes techniques fixées par l'Union européenne qui font que la situation est beaucoup moins grave. Autre sujet prioritaire, on est en Méditerranée et c'est normal qu'on s'intéresse aux poissons, évidemment, et aux pêches. Il faut savoir qu'en Méditerranée, on a 18% des stocks de poissons qui sont en surpêche et 18% des poissons sont rejetés alors qu'ils ont été pêchés. Je peux rajouter aussi que il y a le merlu, par exemple. Le merlu est un poisson menacé qui est pêché beaucoup plus que son écologie le permet. Mais il y a eu quand même une bonne nouvelle, hein. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. On est arrivé à rétablir les populations de thon rouge. Vous savez, c'est une espèce qui est très prisée par les gastronomes et qui était surpêchée. Eh bien, il y a eu un moratoire sur la pêche. On a réussi, il y a eu un accord qui a permis de limiter les pêches et donc les stocks se sont reconstitués. Et puis, en réponse, eh bien, vous avez beaucoup d'aquaculture en Méditerranée, l'Égypte étant le premier pays. 70% de l'aquaculture vient d'Égypte, suivi de la Grèce et de l'Italie. La moitié des poissons méditerranéens viennent de fermes aquacoles. Mais il y a l'inconvénient de pollution qui sont dues à cette aquaculture intensive. Autre sujet, bien entendu, c'est le recours aux combustibles fossiles qui domine la production d'énergie en Méditerranée, avec les répercussions dont j'ai parlé tout à l'heure à propos de la pollution de l'air, avec les particules, avec l'acidité, avec l'ozone, les oxydes d'azote, et puis naturellement le CO2, qui est un gaz à effet de serre. Donc on note finalement un trop faible recours aux énergies renouvelables en Méditerranée. Il faudrait disséquer pays par pays, mais vous savez que les pays producteurs de pétrole n'ont pas fait beaucoup d'efforts. Je pense par exemple à l'Algérie, mais il n'y a pas que l'Algérie, qui ont recours au pétrole comme source d'énergie. Là, vous avez, ça illustre un petit peu ce que je vous ai dit, c'est-à-dire les différences entre les rives nord, sud et est. Vous avez la rive nord qui arrive à diminuer ses émissions de CO2, c'est la courbe qui est en vert, et puis le sud et l'est en bleu marine qui, au contraire, voient ses émissions augmenter. Donc, on voit l'effet de politique publique, notamment au nord, c'est les engagements européens qui sont plutôt bien suivis, ce qui n'est pas le cas dans le sud et l'est de la Méditerranée. Alors, voilà, j'arrive un petit peu au bout. En termes de réponse, il y aurait beaucoup à dire. Pourquoi ça ne marche pas très bien? Pourquoi les résultats sont finalement peu optimistes? Ça repose sur, tout ça repose sur des leviers de politique publique. Améliorer la gouvernance, ça veut dire que, grosso modo, les modes de gouvernement au niveau local ou au niveau national ne sont pas très bons. Il faudrait avoir, dans la plupart des pays considérés, je ne parle pas trop de la rive nord, mais surtout de la rive sud et est, des États plus forts, des États qui arrivent à appliquer les normes, qui arrivent à appliquer les lois. Je vous ai dit tout à l'heure que la Convention de Barcelone, c'était l'acte juridique qui permettait en théorie d'améliorer l'environnement méditerranéen.
Mais la Convention de Barcelone, elle repose sur des actes juridiques qui doivent être pris au niveau de chaque pays. Hein, et donc, ça n'est pas exactement le cas aujourd'hui. Bien que, alors, tout n'est pas négatif. En fait, les pays se réfléchissent à l'élaboration d'objectifs communs. C'est le cas depuis 40 ans. Alors, on avance par petits pas. Certains disent que les résultats obtenus ne sont pas suffisants, mais c'est toujours ça. On a, dans un contexte géopolitique très compliqué que vous connaissez, on a quand même quelques résultats qu'il ne faut pas ignorer. Donc, je l'ai dit, des problèmes qui sont liés à des mesures concrètes insuffisantes. Il n'y a pas assez d'argent pour l'environnement, pour protéger l'environnement. Il n'y a pas assez de police de l'environnement. Il y a très, très peu d'emprise des collectivités locales dans un certain nombre de pays qui sont incapables de dégager des financements pour s'équiper correctement. Et puis, il y a, bien entendu, des connaissances qui sont à améliorer et qui nous permettent, nous, au Plan Bleu, de faire des rapports et des analyses. Et puis, je terminerai par là, une absence de démocratie ou une démocratie faiblarde qui empêche ou qui contraint la participation du public dans certains pays du Sud et de l'Est. Au Nord, nous avons des dispositions juridiques avec les directives européennes, mais pas que, des dispositions nationales qui permettent aux gens de donner leur avis, de participer à des enquêtes publiques, etc. etc. Ça n'est pas le cas dans certains pays du Sud et de l'Est. Donc, vous n'avez pas, comment dirais-je, de réponse du public à des problèmes d'environnement. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi dans le Nord parce que vous avez des articles dans les journaux, vous avez des pétitions, vous avez des gens qui se rebellent en quelque sorte, du militantisme. Eh bien, dans certains pays, notamment des régimes autoritaires, vous n'avez absolument pas cette possibilité. Et donc, quand les États sont en plus très faibles du point de vue de l'environnement, vous avez des catastrophes. Voilà. Alors, je ne veux pas terminer par une note totalement pessimiste, mais le fait de faire ces diagnostics, le dernier rapport du Plan Bleu datait d'il y a une dizaine d'années, donc là, c'est très important que ce diagnostic soit utilisé par les décideurs et que les journalistes s'en emparent, et puis que le public, vous, étudiants, mais tous les citoyens de tous les pays se scandalisent ou s'interrogent ou s'inquiètent de la dégradation de l'environnement et puissent interpeller les gouvernants. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Lavou, pour votre intervention très intéressante et enrichissante. On va pouvoir passer aux questions. Alors, je n'avais pas eu le temps de regarder tout à l'heure. Ok, bon, j'en ai pas encore de questions. Le temps que les participants, du coup, posent des questions via le chat, je vais vous poser une question. Par exemple, comment se sont décidées les propositions d'amélioration de l'environnement au niveau du bassin méditerranéen, pardon. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est une convention internationale qui s'appelle la Convention de Barcelone en 1975, qui a été adoptée donc, par tous les pays riverains qui s'inquiétaient. Alors, à l'époque,
évidemment, vous êtes tous très jeunes, mais ça vous dit quelque chose, peut-être le commandant Cousteau. À l'époque, dans les années 70-75, le commandant Cousteau avait fait des déclarations fracassantes sur l'état de l'environnement de la Méditerranée. Et il y avait eu beaucoup d'articles, il y avait eu beaucoup comment dirais-je, d'inquiétudes qui se sont manifestées à tous les échelons de la société. Et donc, ça a créé un mouvement important qui a été appuyé par la Conférence mondiale sur l'environnement qui s'est tenue en 1972 à Stockholm. Vous avez peut-être entendu parler de la conférence de Rio en 92, la conférence de Johannesburg 20 ans plus tard en 2002, les grands sommets planétaires où tous les pays se réunissent pour débattre des problèmes d'écologie. Eh bien, ça a été le cas en 72. Le premier sommet, ça a été à Stockholm en 72. Et donc, ça a été un peu un déclenchement. Les années 70, je ne vais pas jouer aux ancêtres, mais c'est des années extrêmement propices à l'environnement, à la défense de l'environnement. Et donc, la Convention de Barcelone en 75, c'est dans la lignée du sommet de la Terre de 72. Et c'est comme ça que ça a démarré. Tout a démarré dans ces années-là. Merci pour cette réponse. On a une question. Alors, d'ici à combien d'années pensez-vous que les réacteurs à hydrogène pour les paquebots seront achevés? Question d'Amandine. Avant des réacteurs, avant l'utilisation de l'hydrogène comme carburant, il y a des décisions qui sont prises en ce moment, qui vont être prises, qui sont de réduire les émissions des bateaux en dioxyde de soufre, donc c'est un gaz acide, et en oxyde d'azote. Et la Méditerranée serait une zone de réduction des émissions. Tous les pays doivent se mettre d'accord pour faire en sorte que ce soit une zone de réduction des émissions. Si bien que, une fois que ça sera adopté, les armateurs vont être obligés de réduire les émissions de chacun des bateaux. Alors, il y a déjà des dispositifs avec des moteurs beaucoup plus performants. Vous avez également les carburants. Certains carburants sont déjà beaucoup moins soufrés qu'il y a une dizaine d'années. Et donc, tout ça se déroule dans le cadre de l'OMI, l'Organisation mondiale qui s'occupe du trafic de bateaux. Et donc, les premières avancées, ça va être ça, étape par étape. Et puis, l'hydrogène, peut-être d'ici 20-30 ans, une fois que les flottes seront reconstituées. Je ne suis pas un technicien de cette matière, mais vous voyez, généralement, les progrès en matière d'environnement se font lentement, trop lentement, disent certains, mais il faut laisser le temps aux technologies et à l'économie générale. Enfin, pas mettre tous les bateaux à la ferraille, c'est impossible. Donc, tout ça se fait, comment dirais-je, trop lentement, mais ça se fait. J'espère du coup que Amandine a reçu du coup sa réponse. J'espère. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres questions. Ah, si. Existe-t-il une collaboration entre le Plan Bleu et l'Union européenne? Question de Paul. Oui, absolument. Absolument. Nous avons des financements européens qui nous permettent d'avancer sur un certain nombre de choses. Par exemple, l'Europe a financé une partie du rapport que nous venons de sortir. Nous avons également des financements européens pour nous occuper de la question du tourisme durable en Méditerranée. C'est un sujet évidemment qui est très, très, très important, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec une zone extrêmement touristique qui pose des tas de problèmes d'évacuation de déchets, de construction, d'artificialisation, etc., etc. Et donc, on essaye de réfléchir à qu'est-ce que c'est un tourisme plus durable en Méditerranée. Mais
je dois vous dire que cette question est complexe techniquement et elle repose aussi sur des considérations économiques. Sachez que, par exemple, la Tunisie, la Croatie et d'autres pays, c'est le PIB, leur PIB dépend à 10, 15, 20% parfois du tourisme. Et donc, freiner le tourisme, pour un pays comme la Tunisie, on a vu ce qui s'était passé après les printemps arabes, on a vu aussi ce qui est en train de se passer avec le Covid, la crise sanitaire. Vous n'avez plus de tourisme. Et donc, c'est du chômage. Et donc, c'est une crise énorme pour l'ensemble des pays de la zone, y compris la zone nord. Hein. Donc, ouais, le tourisme, c'est à la fois une très grosse pression sur l'environnement, mais c'est aussi une ressource extrêmement importante pour énormément d'activités économiques qui permet à des pays, je vous l'ai dit, de la rive sud, de faire vivre beaucoup de gens. Et donc, il faut faire attention hein, dans les décisions qu'on prend. Tout ça doit se faire étape par étape. Voilà. Alors, j'ai pas d'autres questions pour le moment. Je pourrais vous en poser une. Ah bah, par exemple, quels sont les pays vraiment qui sont leaders en Méditerranée sur la rive nord et aussi sur la rive sud? Alors, sur les pays leaders, c'est les pays, disons, qu'on va dire qui appliquent correctement la réglementation internationale, par exemple, ou qui ont de bons résultats du point de vue de la qualité de l'eau, de la qualité de l'air, l'évacuation des déchets, etc., etc. Alors, c'est vrai qu'en général, tous les pays de la rive nord ont intégré l'ensemble de la législation européenne qui existe depuis 40 ans. Hein. On a des directives européennes sur l'environnement depuis 40 ans. Et donc, tous les pays de la zone nord ont intégré ça. Et donc, ils ont des résultats largement supérieurs à ceux de la rive sud pour cette raison. C'est aussi un problème, l'environnement, c'est aussi un problème de développement économique. Plus vous êtes pauvre, moins vous avez un environnement convenable. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux carburants, par rapport aux installations industrielles qui sont plus polluantes, etc. Donc c'est aussi lié au développement économique, et donc les pays de la rive sud et est sont moins développés économiquement, donc ils sont beaucoup moins performants en matière d'environnement. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre ensemble, il faut réfléchir ensemble et trouver des financements. L'Europe aide beaucoup les pays de la rive sud. Il y a la Banque européenne d'investissement, vous avez en France l'Agence française de développement qui finance hein, des prestations notamment, ça peut être des usines d'incinération, ça peut être l'épuration. Il y a des aides hein, qui existent au niveau international, mais il y a des écarts importants. Je ne vous cache pas qu'il y a des pays qui sont dans un état très préoccupant au niveau des déchets. Dans les pays du Maghreb, c'est vraiment un énorme problème, mais pas que dans les pays du Maghreb. L'Égypte, c'est épouvantable. Enfin voilà, donc il y a encore beaucoup, beaucoup à faire. Merci. Il y a une question de Capucine. Alors, est-ce que le développement des herbiers de Posidonie est un indicateur du réchauffement climatique en Méditerranée? Alors, les herbiers de Posidonie, très bonne question. Il y en a énormément en Méditerranée. Il y en a en France, autour de la Corse. Vous avez pratiquement tout le tour de la Corse, vous avez un herbier. Vous en avez en Occitanie, vous en avez en Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous en avez à peu près partout. Et alors, c'est très affecté, les Posidonies, par la qualité de l'eau. Vous avez raison, hein, ça peut être lié à l'acidification qui va dérégler l'accroissement des herbiers. Mais c'est aussi des activités humaines. Quand on fait un port, eh bien, généralement, les herbiers, on les arrache. Les bateaux aussi ont un impact très, très défavorable, souvent. Les activités humaines en général. Hein.
Donc, par exemple, dans les pays, pour vous donner un exemple, dans les pays du Nord, on a des législations sur l'étude d'impact. Donc, ça veut dire que si on décide, par exemple, de construire un port, il y aura une étude d'impact qui montrera, par exemple, que des herbiers de Posidonie risquent d'être touchés par la construction qu'on juge utile. Et donc, on prendra des mesures pour empêcher ça. Et dans les pays qui n'ont pas de législation sur l'étude d'impact, ou si les études d'impact sont mal faites, eh bien, cette préoccupation n'existera pas. Vous voyez, c'est ça. La réponse, elle est sur un plan, c'est pour ça que je parlais de gouvernance, elle est sur un plan légal, réglementaire, et sur le plan de la police, parce qu'après, il faut vérifier que ce qu'on a mis en place est appliqué. Donc, il faut des moyens. C'est toujours pareil, il faut des moyens de contrôle de ce qu'on veut mettre en place. Et dans bien des cas, y compris dans les pays du Nord, on n'a pas suffisamment de moyens. Alors, il ne nous reste que 2 minutes. Il y avait une petite dernière question encore de Paul. C'était sur la Turquie. Est-ce qu'elle investit-elle du coup beaucoup dans le plan bleu? Alors, comment c'est financé? Je vous ai parlé du plan d'action pour la Méditerranée, le PAM, qui est à Athènes et qui est financé par les contributions de tous les pays riverains. Mais tout le monde ne met pas la même quantité d'argent. La France contribue je vais dire, autour de 50-55% à elle seule du budget total. Ensuite, l'Italie, deuxième contributeur. Ensuite, l'Espagne. Et puis ensuite, c'est la dégringolade. La Turquie, je ne peux pas vous le dire exactement, mais enfin, la Turquie contribue très, très, très peu au budget général de la protection de la Méditerranée. Alors peut-être que nationalement, la Turquie fait des efforts, je ne sais pas, il faudrait regarder dans le détail. Mais voilà, la réponse sur le plan international, c'est la France, l'Italie et l'Espagne qui mettent... Alors, évidemment, c'est normal, parce que ces 3 pays sont les plus riches, donc c'est lié aussi au PIB. Mais voilà, en tout cas, la France, on ne peut pas rougir de notre effort, de nos efforts au plan méditerranéen. Ok, merci. Merci beaucoup du coup, pour cette réponse. Merci aussi pour votre intervention. Merci à vous. Donc, on va clôturer la conférence. Oui, il est 49, donc c'est parfait. Du coup, pour les étudiants, la conférence sera disponible sur le replay, en replay sur le YouTube de TBS. Aussi, vous retrouverez demain des conférences sur la diversité et l'inclusion. Toutes les conférences du coup sont sur le site de TBS. Et ensuite, on se retrouve aussi le 1er avril pour cette fois-ci la deuxième partie des ANED qui, on espère, seront en présentiel.